Il est exactement 13 h sur votre chaîne de télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Les titres. Encore quelques jours pour l'effectivité de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ce mercredi. Le monde célèbre ce 8 septembre la journée mondiale de l'alphabétisation. Le thème retenu pour cette 57e édition est transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Le directeur de l'alphabétisation au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle revient sur cette journée et la politique mise en place par le gouvernement. Séance d'échange entre les membres de la Sénat et de la Cour constitutionnelle. Il a été question de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs en vue des législatives de janvier 2023. À nouveau, bonjour. Les travailleurs et syndicalistes devront encore attendre quelques jours pour voir la revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement prendre corps. Au mois de novembre, plus précisément. L'annonce a été faite ce mercredi par le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Suivez. Le président de la République s'est attardé sur la prochaine rentrée des classes, donc l'année scolaire et académique qui va se dérouler. Et s'est assuré de ce que tout est en place pour que dans quelques jours, les classes rouvrent et que l'année se déroule comme il faut. Mais de façon toute particulière, il a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement concernant la revalorisation des salaires des travailleurs de l'État. À cet effet, le chef de l'État a fait un point avec le comité qui est en charge de finaliser les travaux et les options du gouvernement en vue de leur présentation aux partenaires sociaux avant leur adoption pour application. Et là-dessus, il y a eu également une petite réflexion sur la question spécifique des aspirants au métier d'enseignant. Et pour tous ces aspects, dans les prochaines heures, une délégation ministérielle va rencontrer les partenaires sociaux, comme cela se fait souvent avant la rentrée, pour écouter leurs doléances, mais aussi leur apporter des informations de la part du gouvernement. Cette délégation aura donc à passer certains messages aux partenaires sociaux. Mais dans tous les cas, et ce que je peux vous dire donc au jour d'aujourd'hui, c'est que le président Patrice Talon a demandé à cette équipe de dire clairement à nos partenaires sociaux qu'au plus tard, à fin novembre 2022, les annonces qui doivent être faites en ce qui concerne donc la revalorisation des salaires, mais aussi du SMIC, et par ailleurs les préoccupations sur le cas des AME, que les grandes annonces qui doivent intervenir se feront. Ce qui ferait qu'à l'arrivée, nous serions bien restés dans les délais que le gouvernement s'est donné après avoir discuté avec ses partenaires sociaux pour le respect des engagements qu'il a pris. L'hôpital d'instruction des armées de Cotonou sera désormais fondu dans le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga. C'est l'une des grandes décisions qui ressort du Conseil des ministres. On reste avec Wilfried Liandroubedji pour plus de précisions. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. La mise en commun des moyens va donc favoriser la mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures, le renforcement des pôles de spécialité, une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s'agissant de l'approvisionnement en intrants et de l'acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre-référence ou la continuité des soins. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts
du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Dans la soirée de ce mercredi, les contours de cette mise en commun ont été analysés sur le grand soir. Les appréciations des invités dans ce compte-rendu signé Jeannot Dopéan. L'absorption de l'hôpital d'instruction des armées par le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga a été l'un des sujets abordés dans la rubrique Ça se discute de ce 7 septembre 2022. Le juriste Julio Tometti trouve pertinent cette décision du gouvernement. Si une telle décision a pu être prise, c'est que les acteurs ont forcément mûri la chose. N'importe quoi n'atterrit pas en Conseil des ministres pour se voir délibérer. Donc ça doit être un processus qui est parti d'un diagnostic, d'un constat, d'un diagnostic, et ça va se poursuivre, puisque le ministre de la Santé a été instruit au fin de poursuivre la démarche pour voir est-ce qu'on ira jusqu'à peut-être changer de dénomination ou d'autres éléments de précision qui pourront être apportés. Et il faut le dire, la maladie n'attendra pas le résultat. Donc nous espérons que ça va être opérationnel au plus tôt pour offrir une meilleure satisfaction aux patients. Pour le journaliste Daniel Dassi, cette fusion va à coup sûr améliorer la qualité des soins dans ce centre de référence. C'est le bonheur des citoyens. Les compétences seront davantage renforcées et tous ceux qui avaient peur quelque peu d'aller au CNHU de Cotonou peuvent commencer par avoir confiance à l'hôpital de référence que nous avons. Ça va aussi enlever certains doutes de la tête de certains citoyens. Et les deux plateaux techniques seront beaucoup plus, d'abord feront un désormais et ça sera beaucoup plus renforcé. Je pense que c'est le Bénin qui gagne. Les débatteurs n'attendent désormais que l'effectivité de cette mesure gouvernementale. Autre volet de l'actualité. Une délégation des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, conduite par son président Sakalafia, était hier mercredi au siège de la Cour constitutionnelle pour une séance d'échange avec le président Razaki Amouda Issifou et les autres sages de la haute juridiction. Il a été question pour les responsables des deux organes de faire le point sur les avancées des préparatifs en vue des législatives de janvier 2023. Compte rendu, Ruth Ronjo, Isaac Mongo. Présenter à l'ensemble des conseillers de la Cour constitutionnelle le niveau d'avancement des tâches, les tâches qui ont déjà été exécutées, celles qui sont en cours et les dispositions qui sont prises pour que les élections soient réalisées dans de bonnes conditions et que les résultats soient proclamés à la satisfaction de tout le public. Voilà qui est clair. Les institutions en charge des élections au Bénin mettent les bouchées doubles dans le cadre des législatives prochaines. La rencontre de ce mercredi qui a réuni le président de la Commission électorale nationale autonome, l'ensemble des membres du Conseil électoral, le directeur général des élections et les conseillers de la Cour constitutionnelle ainsi que le président de cette institution est un exercice très important dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, fait ici le point des échanges. La nécessité que la liste électorale, la liste des centres de vote et des postes de vote soit transmise également à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail de suivi. Ils ont insisté sur les travaux qui doivent être faits par la Sénat au niveau des candidatures, que ce soit l'examen des dossiers de candidature, les motifs d'invalidation éventuelle de certaines candidatures, que tout cela soit transmis à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail en cas de contentieux, en cas de contestation liée à la manière dont la Sénat aurait géré les candidatures. Également sur le déroulement du scrutin, la Cour a insisté pour que les agents électoraux soient sélectionnés avec beaucoup de sérieux, soient formés afin que les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les procès-verbaux de dépouillement soient remplis avec professionnalisme, parce que ce sont des outils que la Cour utilise pour apprécier la régularité des élections. Également, la transmission des cantines doit se faire de manière extrêmement professionnelle. Au regard de ceci, l'on peut estimer à la date de ce jour que les dispositions nécessaires sont prises pour la tenue à bonne date des législatives de janvier 2023.
Une brève dans cette édition. Ouverture ce jour à Cotonou de la deuxième rencontre de concertation, de consultation et de négociation collective gouvernement-syndicat au titre de l'année 2022. Les travaux ont démarré depuis ce matin et se poursuivent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 septembre la journée mondiale de l'alphabétisation. Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. C'est le thème retenu pour cette 57e édition. Charles Massime Kofi Kodja, directeur de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, revient ici sur cette journée et la politique implémentée par le gouvernement pour la promotion de l'alphabétisation dans notre pays. Alphabétiser quelqu'un, c'est lui donner la possibilité de savoir lire et écrire dans une langue. Je dis bien dans une langue. Ça veut dire quoi? Celui qui sait lire et écrire le français, il est alphabétisé. Donc l'alphabétisation n'est pas forcément liée aux langues nationales. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la direction de l'alphabétisation, la promotion des langues nationales, cette fois-ci, s'occupe de l'alphabétisation en langue nationale. Mais l'alphabétisation, ce n'est pas juste savoir lire et écrire qui constitue les attributions de la DAPLN. L'alphabétisation est perçue au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle comme une nouvelle offre éducative. L'offre éducative concerne donc un package où des enseignements sont donnés, mais cette fois-ci en langue nationale. Nous sommes à la 57e édition. Pourquoi une journée internationale de l'alphabétisation? Simplement parce que, convenez avec moi, que jusqu'à présent, le constat est là. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Pourtant, ils sont dans la société. Ce constat a été fait depuis longtemps. Et pour attirer l'attention de tous les décideurs, de tout le monde, sur l'importance de l'alphabétisation, l'UNESCO a décrété une journée, c'est-à-dire le 8 septembre, pour être la journée internationale de l'alphabétisation. À cette occasion, tous les pays ont l'obligation de célébrer cette journée. Dans le cadre des réformes, on s'est rendu compte que si on s'occupe des 15 ans et plus, et que ceux-là, on les retrouve surtout dans les ateliers, c'est des artisans, c'est des ouvriers, il vaut mieux donc rattacher l'alphabétisation au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Et dans ce cadre, le gouvernement, il y a eu la stratégie de l'EFTP, de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Donc il a été retenu dans le cadre de cette stratégie que l'alphabétisation soit liée à la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Que nous devons intervenir dans les centres de formation pour aider ces apprenants à maîtriser la connaissance. La finalité, c'est aboutir à un bilinguisme. La finalité, c'est aboutir à la maîtrise de la langue parlée à la maison, plus la langue française, puisque nous savons que le français aujourd'hui est considéré comme une langue de communication dans notre pays, et c'est aussi un passeport pour quand même avoir accès à l'administration publique. Dans le cadre de la question de l'alphabétisation, nous sommes en train d'élaborer une synergie alphabétisation, formation professionnelle et numérique. Cette synergie va permettre d'élaborer des ressources numériques qui vont permettre aux néo-alphabètes ou aux alphabétisés d'accéder à la formation professionnelle avec moins de difficultés. Bon, de l'autre côté, nous avons, avec la coopération suisse, un partenariat qui nous permet d'impacter en matière d'alphabétisation toutes les régions du Nord. Et c'est le programme de gestion décentralisée de l'alphabétisation. Dans ce cadre, nous sommes en train d'appliquer la loi sur la décentralisation, qui dit que les questions de la promotion des langues relèvent des communes. Donc, dans chaque commune, il y a un programme d'alphabétisation et l'État, avec l'accord de la coopération suisse, finance ces programmes et la DAPL se charge d'apporter la connaissance en matière d'alphabétisation pour suivre les OPA en symbiose avec la direction de l'inspection pédagogique
de l'innovation et de la qualité et la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, voilà un peu comment nous travaillons sur le terrain. De l'autre côté, nous avons aussi un autre programme qui est intitulé le Faire-Faire, qui est une réplique du PAJIDA et qui impacte les autres communes du Bénin. Ces communes-là, eh bien, ont la possibilité, là nous recrutons des opérateurs privés en alphabétisation qui vont sur le terrain pour former les artisans à la maîtrise de la connaissance. Dans notre PTA de chaque année, il est prévu une descente sur le terrain avec la DIPIC et la DTFP pour aller voir dans ces centres si les enseignements donnés ne sont pas des enseignements qui passent à côté. Vous savez, l'éducation relève du domaine régalien. Et donc, l'État a pour mission d'encadrer aussi ces centres-là. Nous les encadrons, nous les recensons tous les 2 ans. Nous avons un répertoire des opérateurs privés en alphabétisation. Et par rapport au répertoire, nous organisons des descentes sur le terrain pour voir si l'enseignement qui est donné est conforme. Et quand nous entrons en partenariat réel, les évaluations, les enseignements donnés étant ceux que nous donnons, nous leur délivrons des attestations. Mais lorsqu'on vient me voir pour me dire, bon, j'ai ouvert un centre d'alphabétisation, aujourd'hui les gens savent lire et écrire, on a fini avec ça en fait. Nous voulons aujourd'hui que l'alphabétisation soit liée à un métier, soit liée à une compétence qui permette de rentrer dans le tissu économique. Vous venez de suivre les explications du directeur de l'alphabétisation au ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Il était au micro de Sir Tossa et de Paul Estessa aussi. L'extrémisme violent a pris ces 2 dernières années des proportions inquiétantes, mettant en péril le développement et la paix dans les pays du Golfe du Guinée. C'est pour réfléchir sur cette menace que se tient depuis ce mardi 6 septembre un dialogue national à Cotonou. Au thème des échanges, de mécanismes nouveaux seront définis à cet effet. Le compte rendu de Émeric Okopeli. Les menaces nous assaillent et se précisent davantage. Les mesures sécuritaires doivent être accompagnées de mesures civiles, de mesures de développement et de mesures de dialogue. Ces propos dépeignent la nécessité pour le Bénin d'aller au-delà de la réponse militaire face à l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée. Alternative moderne. Ce dialogue national qui s'est ouvert ce mardi donne l'occasion de réfléchir sur les actions à mener pour éradiquer le phénomène. L'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe du Guinée, APEV Bénin, et le programme de prévention de la violence du département fédéral des affaires étrangères de la SUS ont organisé cet espace de dialogue pour contribuer à la modélisation des outils et démarches de la prévention de l'extrémisme violent. Cette rencontre est un pas de plus sur un long chemin et en même temps elle est, nous l'espérons, le départ de quelque chose de nouveau pour partager et discuter avec un parterre de personnalités publiques et de chercheurs du Bénin et de la sous-région. Pendant 3 jours, décideurs, membres du corps diplomatique, représentants de divers services publics et acteurs de la société civile sont appelés à échanger sur les conditions du vivre ensemble au Bénin, les causes sociales, politiques et économiques de l'extrémisme violent. Malgré les efforts consentis par les pays touchés par ce phénomène et l'appui de la communauté internationale, aucun répit ne s'observe. Et tel un ouragan, il s'exporte d'un pays à l'autre. La porosité des frontières avec des pays déjà touchés, la proximité sociale, culturelle et culturelle entre ressortissants des différents pays de la région occasionnent des interactions diffuses et difficiles. Les enjeux liés aux différents modes de vie de certaines communautés, tels les pasteurs, les agriculteurs, souvent à l'origine de tensions, voire de violences, se trouvent exacerbés et objets d'instrumentalisation, y compris au plan transfrontalier. Les conclusions de ce dialogue national seront partagées avec les différents acteurs engagés dans la prévention de l'extrémisme violent. Les réflexions pourraient permettre de souligner les causes profondes de la violence extrême.
Hors de nos frontières, des étudiants de plusieurs universités égyptiennes se sont réunis à l'université chinoise égyptienne du Caire pour une session interactive avec les taïkwanotes. L'événement s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre la Chine et l'Égypte dans le domaine de la science spatiale. Suivez le reportage. Pour ces étudiants égyptiens, il s'agissait d'une opportunité plutôt unique et passionnante. Ils étaient ici à l'université chinoise égyptienne du Caire pour avoir un aperçu de la vie dans l'espace et une rare chance de parler aux taïkonautes chinois à la station spatiale Tiangong. Les yeux rivés sur l'écran, ils ont eu l'occasion d'en savoir plus sur la vie dans l'espace grâce à l'équipage de Shenzhou 14. La plupart des étudiants égyptiens ici étaient de jeunes femmes. Elles voulaient en savoir plus sur la taïkonaute Liu Yang et sur la façon dont une femme pouvait devenir astronaute. Elle m'a donné comme une inspiration, elle est comme une personne acharnée. De plus, elle a suivi son rêve et est devenue astronaute. J'aime vraiment sa personnalité. L'événement a dépassé mes attentes, c'était impressionnant. Je suis fière d'étudier la langue d'un pays aussi développé que la Chine. J'ai été étonnée de voir comment les gens vivent dans l'espace et à quel point ils sont satisfaits de leur travail. Les questions ici allaient des plus simples sur la façon dont les taïkonautes mangent, boivent ou se baignent, à celles qui recherchent plus de détails sur leur travail dans l'espace et sur la façon dont les missions spatiales affectent leur vie personnelle. Des professionnels de l'agence spatiale égyptienne, des professeurs d'université et des étudiants étaient tout oui lorsque les taïkonautes de Shenzhou 14 ont répondu à leurs questions. Il ne s'agit pas seulement de regarder un film pendant 2 heures ou plus. Cela leur donne de grandes ambitions pour leur avenir, même comment changer leur mode de vie. J'ai parlé à des étudiants aujourd'hui après l'événement. Ils se sont différents et c'est ce que nous voulions atteindre. La Chine continue d'aider l'Afrique à développer son expertise dans les sciences spatiales. Ces dernières années, les pays africains ont accordé une attention croissante au développement de leur technologie spatiale et de leur secteur spatial. La Chine est intéressée à soutenir les intérêts africains et à fournir une assistance pour répondre à ces besoins. L'Égypte et la Chine travaillent sur plusieurs projets visant à renforcer la capacité scientifique spatiale du Caire. Les deux pays travaillent ensemble à la construction d'un satellite ainsi que de stations de surveillance spatiale et de télédétection. En entendant les taïkonautes et des responsables du secteur spatial chinois dire que si le travail dure un jour, ils pourraient monter à bord de la station spatiale chinoise, l'événement a ouvert les yeux des étudiants sur des opportunités que beaucoup pensaient impossibles. Parler aux taïkonautes de Shenzhou 14 a été une source d'inspiration. L'événement a incité une jeune génération à réfléchir à la manière d'emmener l'Égypte dans l'espace. C'est sur cet élément réalisé par nos confrères de la CGTN que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.